Erev Yom HaZikaron. Un peu partout en Israël, les Israéliens essayent de remémorer le souvenir des personnes chères qui sont tombées, qui leur manquent aujourd'hui. Et ici, à Kiryat Arba, spécialement, ce jour-là prend une dimension particulière parce que Ira Avot, Kiryat Arba, Hebron, a aussi été très souvent Ira Damim, la ville du sang, la ville des attentats et du sang juif qui a coulé. Et vous savez que dans le hit parade de l'horreur, il y a deux événements qui ont coûté la vie à beaucoup de personnes. Le premier, c'est bien sûr le pogrom de 1929. 67 ou 69 juifs ont été assassinés. Et en deuxième position, nous avons le pigoua, l'attentat de Tzira Mitpalelim. Tzira Mitpalelim, c'est ce sentier, ce chemin qui relie Kiryat Arba à Hebron, et qui a été le théâtre d'un attentat particulièrement sanglant le 15 novembre 2002. Erev Shabbat, Shabbat Vayetze. Et pour évoquer cet attentat, je voudrais parler d'abord d'une initiative d'un homme de Hebron, d'origine française, un ami à nous, Yitzhak Bouanish, Hashem Yikom Damo. Dans les années 90, Yitzhak Bouanish a été nommé Menel Machleket Bitachon, responsable donc du département de la sécurité du Yishuv de Kiryat Arba, de la ville de Kiryat Arba. Et si vous avez le souvenir, les années 2000 ont été des années chargées d'attentats. Énormément d'attentats il y a eu, un peu partout en Israël, et bien sûr que la région de Kiryat Arba a eu droit aussi à sa part. Et Yitzhak Bouanish a pris une initiative. Il a pris une initiative de former à l'intérieur du Yishuv de ce qu'on va appeler plus tard Tzivte Konenut, une équipe d'intervention. Il a recruté parmi les habitants de Kiryat Arba des gens qui ont servi durant leur service militaire dans des unités combattantes, et il a commencé à entraîner une vingtaine de personnes. Et il nous a bien précisé que notre but, c'était de préparer le terrain à l'armée. Quel est le grand cauchemar des personnes qui s'occupent de sécurité dans les Yishuvim, dans les villages de Judée-Samarie? C'est de voir des terroristes réussir à pénétrer à l'intérieur du village et prendre en otage, Dieu préserve, des civils, des familles qui habitent ici même. Et Yitzhak a fait la réflexion suivante. Il avait dit, bien que les Yishuvim, les villages de Judée-Samarie, sont protégés par l'armée, les soldats qui viennent ici pour veiller à la sécurité du village, dans l'écrasante majorité des cas, ne sont pas des soldats qui habitent ici, car ils viennent d'un peu partout dans le pays. Et si Dieu préserve, un terroriste réussit à pénétrer dans la maison de M. Dupont, alors le soldat qui entend cette nouvelle, lui, encore une fois, il n'habite pas ici. Lui, il habite à Tel Aviv, il habite à Ashkelon, il habite à Naharia, et pour lui, la maison de M. Dupont, ça dit rien du tout. Maintenant, lorsque des témoins qui ont vu le terroriste disent, voilà, un terroriste est rentré dans telle ou telle maison, pour un habitant du village, alors on sait très très bien que cette maison-là se trouve à côté de la Macolette, se trouve à côté de l'école ou quoi. Donc, c'était important de former un groupe armé qui connaissait le Yishuv, qui connaissait le village, pour la bonne et simple raison que, par cette même connaissance, on pouvait arriver plus vite sur les lieux. Mais là, le but ou le tafkid, le rôle de l'équipe d'intervention, était de stériliser l'endroit, c'est-à-dire d'empêcher le terroriste de passer d'une maison à l'autre. Et une fois que l'endroit était cerné, une fois que l'endroit était stérilisé, alors on appelait l'armée, on appelait les unités spéciales, en général les Sayarot, Sayeret Matkal, le Yamam, ou les meilleures unités de la police, qui viennent faire ce qu'ils savent très très bien faire. Et c'était le but original, des Tsevet Konenut, des équipes d'intervention. Et je crois que la première équipe que Yitzhak a créée, c'était en 96. Et de 96 jusqu'à 98,
il nous a entraînés sans aucune autorisation de ses responsables à l'armée. Et un beau jour, il a invité un haut gradé de l'armée et il a dit, regarde, j'ai fait j'ai mené un projet pilote, un projet pilote. Je voudrais que tu me dises qu'est-ce que tu en penses. Et sur un exercice qu'on avait répété à plusieurs reprises, il a invité donc cet officier de l'armée à nous observer, à voir comment on, on était capable d'agir devant l'adversité. Et l'officier a été agréablement surpris de cette initiative. Et Yitzhak lui a dit, alors à partir de maintenant, tu m'aides d'abord à recevoir un feu vert pour continuer à utiliser cette équipe d'intervention. Mais mon rêve à moi, c'est que ce projet-là devienne un projet qu'on peut appliquer à toutes les autres, à tous les autres villages de Judée-Samarie. Et vraiment, je crois qu'en moins d'une année, il n'y avait pas un Yishuv, après cette première démonstration, il n'y avait pas un Yishuv en Judée-Samarie où on n'a pas commencé à former une Tsevet Konenut. Okay? Et cette Tsevet Konenut, elle était fournie en armes par l'armée, sous l'autorisation, bien sûr, de l'armée, et on a commencé à construire un programme d'entraînement qui a mené tous les participants à un niveau opératif relativement élevé. Mais à aucun moment, et c'est là que j'en viens maintenant au Pigoua du 15 novembre, à l'attentat du 15 novembre 2002, à aucun moment, ces équipes d'intervention n'étaient autorisées à sortir du Yishuv. Encore une fois, leur rôle était très très bien défini. Ils devaient stériliser l'endroit où, Dieu préserve, un Mechabel aurait eu l'occasion de pénétrer et l'empêcher de passer d'une maison à l'autre. Et voilà que ce Erev Shabbat, Parashat Vayetze, je me souviens, on revient de la synagogue, c'est l'hiver, il fait froid, le soir, la nuit tombe vite, on se met à table, et je crois à peu près 10 ou 20 minutes après le début du repas, il y a une vingtaine de beepers qui vont sonner à Kiryat Arba. Ces beepers-là vont être les beepers de la Tsevet Konenut. Et le moquette de Kiryat Arba nous dit, le centre de sécurité de Kiryat Arba nous dit, on a entendu des tirs du côté du tir à Mitpalelim. Tous les combattants sont priés de se rendre à la porte sud de Kiryat Arba. Cette même porte sud qui nous donne accès à ce tir à Mitpalelim, à ce chemin qui nous mène à Hebron. Et comme tout le monde, ayant reçu ce beeper-là, je prends le matériel nécessaire, c'est-à-dire mon gilet pare-balles et mon Uzi, et j'essaye de me rendre le plus vite possible à Kiryat Arba, à la porte sud. Et à ce moment-là, dès qu'on arrive à la porte sud, on nous tire dessus. Okay? Je ne vais pas raconter aujourd'hui le combat, je pense que ça n'a pas un intérêt spécial, mais je veux juste dire que c'était un combat particulier, en ce sens que pour la première fois, des civils et des militaires ont combattu côte à côte pour essayer de neutraliser les terroristes. Vous savez, très souvent dans les guerres, il y a ce qu'on appelle des doutes. Okay? Ça veut dire que nos forces tirent sur d'autres Israéliens. Et en général, quand on a l'habitude de s'entraîner ou de combattre avec une unité, alors on a certaines habitudes qui sont propres à cette unité même. Et très souvent, des soldats vont vous dire, quand il y a par exemple un grand exercice dans le salle, ils vont vous dire, ouais, si c'est un exercice qui
qui mêle et une unité de Golan et une unité de Sanchanim. Alors chacun va dire, mais ils sont fous, on n'a pas l'habitude de faire comme ça, on doit attendre et tout. Chacun, encore une fois, il a ses habitudes de combat. Et c'est normal, et il faut être prudent. Mais cette fois-ci, la différence, elle était de taille. On avait des soldats qui étaient en sadir, c'est-à-dire des soldats qui étaient en service obligatoire, en service militaire des appelés. Ok. Et nous, on était des civils et on était plus âgés qu'eux. Donc, il y a eu ici d'abord deux générations différentes qui ont dû travailler ensemble. Et encore une fois, deux manières de travailler qui étaient relativement différentes. Et pour te donner un exemple facile à comprendre, euh, on retrouve aussi cet exemple lorsqu'il y a des gens en Milouim et des gens en Sadir qui doivent combattre ensemble. D'une manière générale, les Milouimikim travaillent beaucoup plus lentement, de manière beaucoup plus réfléchie. Okay. Et les appelés, vu leur âge, vu leur enthousiasme, quoi, ont tendance des fois à prendre peut-être des risques inutiles. Peut-être, encore une fois, ça a un rapport avec l'enthousiasme de leur âge. Mais cette fois-ci, on a eu quelque chose de complètement différent. Dès qu'on est arrivé sur place, on a vu des soldats complètement démoralisés. Euh, le- à notre arrivée à la porte sud, un terroriste a commencé à tirer sur nous. Un des combattants de notre équipe d'intervention travaillait, c'était son travail à lui, travaillait aussi au département de sécurité de Kiryat Arba, et dans la journée, il patrouillait avec une Jeep, et sur cette Jeep, il y avait un fusil mitrailleur, pour ceux qui connaissent, un MAG. Et lui, il a compris, et nous, on était avec des Uzis, ce sont c'est une arme individuelle, aujourd'hui, qui est très peu utilisée. Et lui, il a compris qu'avec avec le Uzi, on avait peu de chances d'atteindre le terroriste. Il a dit, Révré, attendez-moi. Il est retourné en arrière. Il a démonté le mag de sa Jeep. Et il est revenu sur notre ligne. Il s'est allongé. Et avec le mag, il a fait un travail extraordinaire. Il a neutralisé donc le premier Mechabel. Il a neutralisé en ce sens que on ne tirait plus dessus. Maintenant, on a voulu vérifier. Est-ce que ce Mechabel, il est effectivement mort, neutralisé, ou alors il est encore capable de faire du mal. Et on a commencé à faire ce qu'on appelle en hébreu un higouf. C'est-à-dire on a contourné les lieux vers la droite en espérant le surprendre et avoir une idée plus nette de ce qui se passe de son côté. Et en faisant ce contournement vers la droite, on est rentré dans une simta, dans une ruelle. Et cette simta, elle va devenir célèbre. Alors au début, les premiers temps après l'attentat, les journalistes vont l'appeler Simtat Amavet, la ruelle de la mort. Mais très très vite, Va'adat HaNoar, le comité de la jeunesse de Kiryat Arba, va débaptiser ce mauvais nom et va l'appeler Simtat HaGvura. Et aujourd'hui, pratiquement tous les jeunes qui viennent visiter Kiryat Arba, ils ont droit à venir voir cette fameuse Simtat HaGvura. Et dans cette Simtat HaGvura va se dérouler un combat qui va durer plus de 3 heures. C'est extraordinaire comment 3 terroristes vont réussir 3 heures durant à tenir tête à une vingtaine de combattants et à des forces de Tzal qui vont venir un peu plus tard. Maintenant, une des raisons pour lesquelles le combat a été tellement long, c'est que dès le début du combat, les officiers vont être touchés les premiers. Alors le premier, ça va être Yitzhak Bouanish, ce même Yitzhak qui a fondé les Tzivtei Konenut. Vraiment, dans les premières minutes du combat, dès qu'il lui aussi a reçu le beeper, il n'a pas attendu que les forces arrivent, que tout le monde arrive. Il a commencé à avancer.
Et je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, il avait sur lui, pour être en contact avec le Moked, il avait sur lui un micro qu'on appelle Madonna, comme ça. Et les dernières paroles qu'il a dit, c'est les paroles suivantes. Il dit: je vois le terroriste, je m'occupe de lui. Et malheureusement, le terroriste, il a eu une fraction de seconde d'avance sur lui. Et avant que Yitzhak ait l'occasion d'appuyer sur la gâchette, le terroriste l'a fait avant lui. Et Yitzhak est mort sur le coup. Quelques minutes après Yitzhak, le lieutenant Dror Weinberg, Zecher Tzadik Livracha, Bemet, lui aussi est arrivé très très vite sur le lieu et il avance, encore une fois, il avance pratiquement seul avec son chauffeur, à peu près à l'endroit où Yitzhak est arrivé. Et malgré qu'il avait le charpatz, ce gilet pare-balles, vous savez, ce gilet qui est très efficace, il a aussi des points faibles. Il a ici, au niveau du cou, une partie qui est constituée de deux morceaux différents. Et dans cet intervalle-là, la balle est passée et lui aussi est mort. Donc, les combattants qui étaient sur place n'avaient plus d'officiers, n'avaient plus de personnes qui pouvaient donner des instructions, n'avaient plus de personnes qui étaient capables de prendre le recul, de comprendre le combat et de donner les instructions nécessaires. Quelque temps plus tard, donc, il va avoir de longues minutes de désarroi, en ce sens que les combattants n'ont pas de personne qui est capable de les diriger, de les orienter dans leur combat. Et ces longues minutes vont s'arrêter lorsque va arriver Eliyahu Livman. Aujourd'hui, Baruch Hashem, Eliyahu, c'est le maire de Kiryat Arba. Et il faut savoir que Eliyahu, c'est un Gibor Milchama. Et Eliyahu arrive sur place, il voit ce désarroi, il voit ces soldats, ces jeunes soldats qui pleurent. Il pose la question, il dit: pourquoi vous pleurez? Et les soldats lui disent: tu vois cette simta? Tu vois cette ruelle-là? Chaque personne qui rentre, elle ne revient pas. Et je me rappelle très très bien, Eliyahu il se retourne vers nous et il nous dit: Mil Hashem Elai, exactement comme Matityahu lors de la fête de Hanouka. Mil Hashem Elai. Il y a donc une dizaine de combattants qui vont se ranger derrière lui et qui vont rentrer avec lui dans la Simta. Okay? Et là, on va voir le carnage. On va voir que durant les premières minutes du combat, les premières victimes vont être des soldats de Tsahal. Ces soldats de Tsahal qui ont, durant tout ce vendredi soir, ont assuré la sécurité du Tziramit Palelim. Et en voyant les derniers fidèles rentrer à Kiryat Arba, ils ont cru que leur mishmeret, que leur tour de garde était terminé. Ils sont descendus des toits ou des différentes positions où ils étaient. Ils sont rentrés dans leur véhicule. Et lorsque 3 ou 4 soldats sont rentrés dans une jeep, ou bien un peu plus de soldats sont rentrés dans un command-car, alors les terroristes qui les attendaient n'ont pas eu beaucoup de mal à les surprendre, à faire rentrer le canon de leur fusil à l'intérieur de la jeep ou à l'intérieur du command-car. Et très très vite, dès les premières minutes du combat, on avait 7-8 victimes chez nous. Ces soldats-là, donc, qui ont été surpris par la manière de combattre des terroristes. Il faut bien comprendre que ces terroristes-là, ils avaient deux possibilités. Ils étaient embusqués depuis des heures là-bas, le long du Tziramit Palelim, le long du chemin qui relie Kiryat Arba à Hebron. Et comme j'ai dit, ce Shabbat-là, c'était un Shabbat particulièrement important, le Shabbat du mouvement de jeunesse Ariel, qui avait invité tous ses membres à venir fêter le Shabbat à Hebron. Et donc ce jour-là, il y avait beaucoup de monde sur le Tziramit Palelim, et les terroristes auraient pu tirer là-dessus. Je pense que sur ces gens-là, et je pense qu'au niveau de la possibilité malheureusement de faire des victimes chez nous, il y aurait eu un carnage. Ils ont préféré autre chose. C'est pas évident, c'est pas agréable de le dire. Ils ont préféré un pigoua échouti, je m'excuse d'utiliser un pigoua de qualité, c'est-à-dire parce que tuer des civils, bien que chez les Arabes, ça, en général, ça les dérange pas particulièrement, mais ça ne leur donne pas une tosefet, un ajout de gloire.
mais tuer des combattants, tuer des soldats, c'est quelque chose pour eux qui a une valeur particulière, et ils ont fait ce choix-là. Encore une fois, ils auraient pu tirer sur des civils, ils l'ont pas fait. Ils ont voulu créer, ils ont voulu créer un choc psychologique en tuant beaucoup de civils, beaucoup de combattants, pardon. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, 3 heures durant, on a essayé de trouver d'où les terroristes nous tiraient dessus. Ils étaient trois. Encore une fois, avec beaucoup de, de peine, je le dis, ils ont combattu avec beaucoup de professionnalisme, avec beaucoup d'intelligence, mais ils étaient là pour mourir. C'est-à-dire que ils n'ont pas, ils n'ont pas pris beaucoup de précautions, ok, et ça leur a donné une témérité tout à fait particulière qui nous a coûté à nous beaucoup de soldats. Et durant ce combat aussi, il y a eu beaucoup de miracles. Ok. Je me rappelle mon ami Alex Benzikri, qui était devant moi dans cette ruelle. Et lui, il me dit, Eliaou, je crois que je vois le Mechabel. On était cachés derrière on avançait sous la protection d'un petit mur. Donc on était recourbés. Et il lève la tête, il me dit, Eliaou, je vois le terroriste. Il lève la tête, il a juste son fusil. Et de la même manière que pour Yitzhak Bouanish, le terroriste il tire avant lui. Une fraction de seconde encore une fois. Et cette fois-ci, la balle, Baruch Hashem, elle touche pas Alex, mais elle touche son fusil. Et elle vient éclater une partie métallique du fusil qui va se diffuser dans plusieurs directions. Et une partie métallique du fusil, ou plusieurs même, vont lui rentrer dans la gorge. Et Alex, il se retourne vers moi. Il me dit, Eliaou, j'arrive plus à respirer. Et puis il dit, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et il tombe dans les pommes. Okay? C'est une impression particulièrement désagréable. Une personne qui vous dit qu'il n'arrive pas à respirer. Et je vois toute sa gorge qui se remplit de sang. Okay? Je retourne en arrière pour demander à un chovesh, à un infirmier de venir s'occuper de lui. L'infirmier me dit, non, moi j'ai hors de rester ici. Tu veux que je m'occupe de lui? Tu l'apportes. Je dis, mais le temps que je l'apporte, il meurt. Alors il me donne un petit marchir comme ça, un morceau de plastique qui s'appelle Héroé. Encore une fois, sans trop rentrer dans les détails, je suis complètement paniqué. Je ne sais jamais j'ai utilisé ce morceau de plastique, mais j'ai compris qu'il faut le faire. Je suis revenu sur place, j'ouvre la bouche de Benzikri, de Alex, Ken, et je lui rentre ce Héroé dans la bouche, tant bien que mal. Je ne sais pas exactement s'il a été rentré correctement. En tout cas, une fois qu'il a ce Héroé, il arrive de nouveau à faire entrer de l'air dans sa cage thoracique, et je le ramène en arrière. Effectivement, Alex doit la vie à une série impressionnante de miracles. Le premier miracle, d'abord, c'est qu'il est resté vivant après que je lui ai rentré le Héroé dans la bouche comme un malpropre. Le deuxième miracle, c'est que lorsqu'il a été évacué, Alex a été jugé comme irrécupérable. Vous savez que les médecins sur le champ de bataille ont une responsabilité tout à fait affreuse, terrible. Ils doivent faire le choix, souvent, entre des blessés qui ont une chance de s'en sortir et des blessés qui n'en ont pas. Et Alex a été mis du mauvais côté. Et si Alex est encore vivant aujourd'hui, c'est que lorsqu'il a été mis du mauvais côté, on a recouvert son corps d'une couverture, et à ce moment-là, un petit jeune de Kiryat Arba qui a été, comme beaucoup d'autres voisins de Kiryat Arba, qui ont été attirés par le bruit, les coups de feu et tout, il a remarqué que Alex bougeait dans le brancard sur lequel il était allongé, et à un certain moment, Alex se relève, s'assoit sur la lonka, et dans une espèce de demi-coma, il dit, je m'appelle Alex Benzikri, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. À ce moment-là, ce même jeune retourne vers les médecins, et il leur dit, vous dites des bêtises, et il leur raconte ce qu'il a vu. Ce type-là, on peut le sauver. Ken, lorsque Alex a été transféré à l'hôpital, un troisième miracle se trouvait ce jour-là en Israël,
un médecin militaire américain, un juif américain, spécialiste des problèmes de respiration et des problèmes de gorge comme ça. Et lui, pendant tout le transfert de Alex du champ de bataille à l'hôpital, il a maintenu Alex qui avait la gorge ouverte, il a maintenu deux veines ou de voies respiratoires. Encore une fois, je ne comprends pas les détails techniques. Il a maintenu Alex en vie avec ses doigts. Il a plongé ses doigts profondément dans la gorge de Alex et il l'a maintenu en vie de cette manière-là. Je crois qu'il est temps de l'Essakem de résumer. Comme on a dit tout à l'heure, la ville de Hebron est une ville qui a connu énormément de héros et d'amim, d'événements sanglants. Et on avait dit que dans ce palmarès de l'horreur, le premier, bien sûr, c'est le pogrom de 29. Et le deuxième, c'est cet événement-là, mes amis. 12 Israéliens ont payé de leur vie cette tentative arabe de venir tuer des Juifs à Kiryat Arba, à Hebron. Maintenant, je crois que si on compare les deux événements, on compare exactement la progression extraordinaire de Am Israël. Durant des centaines d'années, Am Israël était à la merci de n'importe quel assassin pogromiste qui voulait tuer des Juifs, et on avait pour nous défendre que la prière et l'espérance que une police étrangère ou une armée étrangère nous prendrait en pitié et viendrait nous défendre. Malheureusement, à Hebron, ça n'a pas marché en 1929. Malgré la présence britannique sur les lieux, rien n'a été fait pour sauver les Juifs. En 2002, mes amis, Am Israël a beaucoup changé. En 2002, il y a déjà un État juif. En 2002, il y a déjà une armée juive. Et en 2002, il y a un autre peuple d'Israël. Un peuple d'Israël plein de gvoura, plein d'initiatives. Un autre peuple d'Israël où même les civils sont capables de s'engager, de rentrer dans une ruelle où les gens tombent comme des mouches, et des civils sont venus porter secours à des soldats qui étaient dans la difficulté. Et je crois que rien que pour ça, on doit être capable d'abord de bien comprendre ces événements et d'accueillir Yom Ha'atzmaut qui s'approche de nous dans la joie et dans la reconnaissance. Chez Nishma, que nous ayons à entendre uniquement des psorot tovot. של המים